Donc je continue mon investigation sur ce que j'ai appelé les réponses à la première grande crise de l'égalité. Réponses qui ont toutes pour particularité d'être des pathologies soit de la similarité, soit de la réciprocité, soit de la communalité. Après avoir étudié la figure du conservatisme libéral, qui est une façon de réduire la notion de similarité en étendant au maximum, en dilatant au maximum l'idée des différences naturelles ainsi que celle de la responsabilité individuelle, et après avoir analysé la figure de la communauté utopique, les premières formes du communisme tel qu'il était pensé dans les années 1840, je voudrais, dans cette heure, analyser ce que j'appelle le national-protectionnisme. L'idéologie protectionniste va en effet être une façon d'exprimer au XIXe siècle la vision d'une égalité-identité sous les espèces d'une exaltation de la nation comme forme sociale de l'homogénéité. Pathologie pour cela de la communalité que cette idée d'homogénéité. Et je parle d'idéologie pour bien marquer la différence entre le protectionnisme comme doctrine économique et le protectionnisme comme philosophie sociale. Lorsque l'Allemand Friedrich List publie en 1841 son système national d'économie politique, il propose quant à lui une théorie économique du Zollverein, l'association douanière allemande, en la concevant comme un élément contribuant à l'unification de l'Allemagne. Et ce Friedrich List envisage le système douanier, je le cite, comme un moyen d'aider au développement économique de la nation. Et ce qu'il cherche, je le cite toujours, ce sont les conditions propices à une éducation industrielle du pays. Et chez lui, le terme de protection douanière voisine ainsi avec ceux d'esprit d'entreprise, de prospérité ou de croissance. Et lorsque les Américains, un peu plus tard, adopteront eux aussi des mesures restrictives pour les importations étrangères, ce sont des arguments identiques qu'ils utiliseront. List sera d'ailleurs un auteur immensément connu aux États-Unis, très lu, et qui sera reçu à plusieurs reprises. Et c'est des arguments identiques à ceux de List qu'utilisent les Américains. Ils raisonnent également, pour penser la question douanière, en termes de stratégie industrielle et de dynamisme économique. Tout autre est alors la signification du protectionnisme tel qu'il est défendu par les libéraux conservateurs français. Alors que les manifestations pour l'abolition des Corn Laws battent leur plein en Grande-Bretagne, les voix libre-échangistes n'arrivent pas à s'imposer dans la France de la monarchie de Juillet. Les milieux d'affaires des grandes cités commerçantes, notamment ceux de Bordeaux ou de Marseille, sont certes et évidemment fortement mobilisés et ils tentent de faire pression sur le gouvernement. Mais ils n'entraînent pas l'opinion et échouent dans leur tentative de lobbying parlementaire. Ils perdent tout simplement la bataille des idées. Et l'écho que rencontrent leurs avocats les plus éloquents, comme Bastiat ou Fonfrède, paraît bien modeste à côté du retentissement des interventions de Cobden, le grand champion du libre-échangisme outre-Manche. Et les hommes forts du régime, comme Thiers ou Guizot, sont de leur côté aux antipodes d'un Robert Peel. Et les positions de Guizot sont sur ce point emblématiques. En matière d'industrie, dit-il, nous sommes des conservateurs, des protecteurs. Il ne s'intéresse guère aux questions économiques et industrielles, en effet. Et il n'a pas de doctrine a priori en la matière. Sa position dérive uniquement d'un souci de stabilité sociale. Et les deux termes de conservateur et de protectionniste sont ainsi pour lui totalement imbriqués l'un dans l'autre. Guizot redoute en effet au premier chef que le libre-échange ne conduise, je le cite, à porter une perturbation brusque, soudaine, générale dans l'ordre établi. Il se montre en conséquence avant tout soucieux d'épargner à l'industrie comme aux autres grands intérêts tout désordre, tout déplacement inattendu. Mais la préférence française pour le protectionnisme dans ces années 1830 et 1840
a cependant des racines plus profondes. Elle se présente aussi comme une forme de réponse à la question sociale. Le protectionnisme prétend en effet proposer une alternative à l'accroissement des inégalités qu'accompagne l'avènement d'un nouveau prolétariat industriel. Il vise à constituer, selon une expression qui va faire florès à l'époque, un travail national. Travail national que l'on présuppose unifié face aux puissances de dissociation du marché. S'établit donc, là aussi, un lien entre égalité et critique de la concurrence. Cette idée d'un protectionnisme égalisateur et rassembleur a été au cœur de l'argumentaire de ces héros conservateurs sous la monarchie de Juillet. Ceux-ci y voyaient un moyen de secondariser les tensions de classe en introduisant une nouvelle arithmétique de l'identité collective et de l'homogénéité. Charles Dupin, l'une des têtes pensantes du régime, disait ainsi que grâce aux barrières douanières, la figure du prolétaire céderait la place à celle d'ouvriers regroupés, je le cite, sous l'égalité glorieuse du drapeau tricolore. Une forme d'inclusion se substituant de cette façon nationale au spectre de l'exclusion. Pour rester dans le vrai, martelait-il, parlons d'ouvriers français et non pas de prolétaires. Le problème n'était donc pas pour lui celui de l'exploitation capitaliste, où il ne voulait pas en parler. C'est, je le cite, la concurrence cosmopolite qui était accusée de constituer, je le cite encore, le plus grave danger qui menace la classe ouvrière. Et l'antienne se fera idéologie officielle du régime. On parlait d'ouvrier national pour conjurer l'emploi menaçant du terme de prolétaire. Et on évoquait en même temps les principes d'une économie dite patriotique pour suggérer l'existence d'une communauté structurelle d'intérêts entre industriels et salariés. Signe des temps, le premier regroupement d'industriels français, lointain ancêtre des confédérations patronales contemporaines, prendra pour nom le titre d'Association pour la défense du travail national. Vous trouverez beaucoup d'indications concernant ce mouvement dans les écrits de Mathieu de Dombasle, dans les écrits de Louis Raybaud, dans les écrits de Charles Dupin, par exemple, ainsi que dans ceux d'Auguste Mimerel, qui sera le premier dirigeant de cette association pour la défense du travail national. Et le national-protectionnisme de l'époque se définissait aussi sur un mode sociologique, en opposant les figures du conservateur et du producteur, du consommateur, et du producteur. Les partisans du libre-échange, ils mettaient logiquement en avant l'intérêt du consommateur, considéré comme le plus évident bénéficiaire d'une baisse des droits de douane sur les produits importés. Et les défenseurs d'une économie protégée récusaient ce raisonnement, car ils voyaient, eux, dans le consommateur, l'expression d'une humanité abstraite, ramenée à l'expression comptable d'un bénéfice immédiat. Mathieu de Dombasle en parlait ainsi comme d'un mannequin que l'on place devant soi pour masquer des intérêts d'un autre genre. Rien d'étonnant donc à ce que ce soit une minorité cosmopolite qui n'ait cessé de l'exalter et de prendre sa défense, dira-t-il. Le producteur était, à l'inverse à ses yeux, une figure beaucoup plus concrète, dont les intérêts, structurellement liés par toute une chaîne de dépendance et de solidarité, s'enracinaient sur le territoire. Pris ensemble, les producteurs faisaient donc naturellement corps, dessinaient un ordre social cohérent, s'inscrivaient dans la durée. Ils étaient donc logiquement conduits à épouser un point de vue patriotique. Les consommateurs, à l'inverse, n'étaient que de purs individus déterritorialisés, mus par le seul esprit libéral, la distinction et l'expression, et de Mathieu de Dombasle. On se souvient d'ailleurs que cette idée de l'individu déterritorialisé avait été centrale dans l'économie politique du XVIIIe siècle. On était certes bien obligé d'admettre que l'Angleterre contredisait cette vision, les intérêts des classes populaires ayant été au contraire pleinement identifiés dans les années 1840 au mouvement pour l'abolition des Corn Laws. Mais on y voyait en France une exception, que l'on estimait liée au fossé social qui séparait caricaturalement, outre-Manche, une étroite aristocratie terrienne, profitant de la rente
que constituaient des prix agricoles élevés et la grande masse du peuple. La France, argumentait de concert Thiers ou Guizot, ne connaissait pas une telle division sociale. La terre, depuis la Révolution, y était beaucoup plus largement répartie entre un grand nombre de petits propriétaires, et les intérêts, estimait-il, n'étaient pas aussi violemment opposés en général. Le protectionnisme, disait Dupin, c'est la France de tous les petits ateliers et propriétés foncières réunies. C'est la patrie organisée contre la concurrence étrangère. Il s'agissait donc, résumait-il, en prônant le maintien des barrières douanières, de protéger et de défendre et de sauver la société tout entière, menacée dans ses fondements. La protection, répétait encore inlassablement Mimrel, le fondateur de l'Association pour la défense du travail national, n'est pas instituée en faveur de quelques privilégiés, mais surtout en faveur des ouvriers et, en définitive, de la nation tout entière. L'opposition d'une France protectionniste et d'une Grande-Bretagne libre-échangiste dans cette fin des années 1840 est un bon analyseur des différences de culture politique entre les deux pays. Au-delà des spécificités structurelles en matière de répartition de la propriété foncière, ce sont deux façons de concevoir le lien social et de faire nation qui se sont marquées. C'est une cohésion d'inclusion dans un principe central générateur d'identité qui était valorisé en France. Elle a fait du politique la matrice de l'appartenance collective. En Grande-Bretagne, c'est à l'inverse une culture de la société civile qui a prévalu, après l'échec du chartisme à conquérir le suffrage universel en tout cas. D'où la centralité de la figure du consommateur, qui est l'expression immédiate, sensible et quotidienne de la vie du peuple. Ce n'est donc pas d'un consommateur abstrait et sérialisé qu'il s'agissait en Grande-Bretagne. C'était, je cite une formule célèbre de Hobson, des civic consumers, qui se lient sensiblement entre eux. Ils font en quelque sorte nation par le bas, dans un sens pratique de la production du commun, et non pas nation par le haut, comme en France, dans la communion à une formule identitaire. Le syndicalisme a ainsi précédé, et de loin, de 80 ans à peu près, la formation des partis politiques travaillistes en Grande-Bretagne, à l'inverse exact de ce qui fait en France. Les syndicats sont nés 80 ans après les premiers partis socialistes et républicains. Et ce sont en Grande-Bretagne les coopératives de consommation qui ont joué un rôle clé dans la structuration du mouvement populaire, avec le coup d'envoi donné par les célèbres équitables pionniers de Rochdale. Et en Grande-Bretagne, la célèbre Free Trade Union a été de la sorte l'expression d'un véritable mouvement social outre-Manche. Je renvoie sur ce point à l'ouvrage classique de Trentman, Free Trade Nation. Un mouvement en Grande-Bretagne qui a eu pour caractéristique d'ailleurs d'impliquer nombre de femmes et d'avoir ainsi préparé leur entrée dans la vie publique beaucoup plus précocement qu'en France. Toutes les gravures de l'époque, notamment celles que montre à longueur de cahiers d'illustration Trentman, montrent bien la puissance de la place des femmes dans cette Free Trade Union anglaise. Et donc c'est véritablement une constitution de la société civile qui a aussi une implication du sexe féminin. Le national-protectionnisme, de son côté, en Grande-Bretagne, n'est encore qu'une idéologie émergente dans les années 1830 et 1840. L'année 1846 polarisant tous les débats, puisque, bien sûr, c'est la période où il y a les discussions sur le rappel de la loi anglaise sur les Corn Laws. Cette idéologie nationale protectionniste, elle a été alors forgée dans les milieux patronaux et dans les cercles du pouvoir, mais elle n'a pas véritablement pénétré les milieux populaires. Le monde ouvrier commençait au contraire à prendre conscience de lui-même en s'identifiant à cette figure du prolétaire que voulait justement exorciser les tenants du discours sur le travail national. Et sans se prononcer pour le libre-échange, les grandes voix qui exprimaient le sentiment populaire de l'époque critiquaient fréquemment les illusions que véhiculait le discours protectionniste. Un Louis Blanc,
insistait par exemple sur le fait que c'était l'organisation du travail et non des mesures protectionnistes qui amélioreraient la condition ouvrière. Les ouvriers qui étaient rassemblés autour du journal L'Atelier dénonçaient de leur côté les industriels qui s'étaient fait les apôtres de la défense du travail national. Ils les accusaient d'être surtout soucieux, je cite le journal, de conserver les gros bénéfices que leur assure le système de la protection. Et dans son célèbre discours de 1848 sur le libre-échange, Marx, s'il dénonçait évidemment la liberté du capital, avait lui aussi stigmatisé comme conservateur le protectionnisme. Et Marx terminait cet essai célèbre en disant « Je vote pour le libre-échange ». Et il ira dans le Capital jusqu'à dire que les droits protecteurs ont eu pour seule fonction de saigner à blanc le peuple. Et si Marx disait ces phrases célèbres, on peut en trouver dans toute la littérature ouvrière de l'époque beaucoup d'autres formules. Mais l'opinion ouvrière, pourrait-on dire, en France, elle renvoyait en fait dos à dos les deux doctrines. Elle considérait que c'était extérieur au champ de la résolution de ces problèmes. Mais peut-être dénonçait-elle encore plus vivement le côté protectionniste. Et l'Association pour le libre-échange échoua ainsi dans ses tentatives pour faire émerger un mouvement populaire sur le modèle anglais. On a les Français comme Fonfrède, comme Bastiat, qui à l'époque ont évidemment beaucoup de contacts avec l'Angleterre et qui sont soutenus même financièrement pour essayer de faire émerger une association pour le libre-échange dans les milieux populaires, mais ils échouent. Tandis que de l'autre côté, les discours des libéraux conservateurs ne rencontrent aucun écho non plus. Et cela d'autant plus que ce discours national protectionniste était tenu par ceux qui défendaient obstinément le suffrage censitaire et vouaient aux gémonies un suffrage universel dans lequel, à l'époque, beaucoup d'ouvriers voyaient la solution à tous les maux qui les accablaient. Et c'est seulement avec l'établissement de la Troisième République que le national-protectionnisme va imposer sa marque après, je dirais, ce premier tour de piste dans les années 1830-1840. La conjoncture économique a été bien sûr le facteur déclenchant cet établissement coïncidant avec le début de la Grande Dépression économique qui marque la fin du XIXe siècle. Mais les transformations de la perception de l'espace économique intérieur ont aussi joué un rôle majeur dans la perception et dans l'avènement de cette culture protectionniste. On peut parler à ce propos d'une véritable nationalisation des représentations sociales de l'espace français pendant cette période. Et les historiens, je cite bien sûr Eugen Weber, La fin des terroirs, mais beaucoup d'autres pourraient être convoqués, ont depuis longtemps souligné certains des éléments matériels et culturels de cette transformation. La constitution d'un réseau de chemins de fer qui facilite la circulation des hommes et des marchandises, voire le rôle considérable qu'a eu le plan Freycinet, le développement bien sûr de l'instruction primaire, la généralisation aussi de la conscription qui fait sortir les jeunes Français de leur environnement immédiat, éléments qui ont particulièrement contribué à la modernisation du monde rural. Mais ces transformations, on le dit moins souvent, ont aussi profondément affecté le monde ouvrier. Jusqu'en 1848, celui-ci appréhendait la vie économique principalement à partir de la vie des métiers et des réalités locales. La vision des conflits ne se limitait donc pas à l'antagonisme avec les patrons. Et le terme de concurrence que nous avons déjà évoqué longuement la semaine dernière renvoyait par exemple aussi bien à la vivacité des tensions entre corps de métier ou sociétés de compagnons qu'au sentiment d'hostilité entre ouvriers de localités différentes. Et dans son livre du compagnonnage de 1839, Agricole-Perdiguier, la grande figure du compagnonnage français, a fait le récit haut en couleur de tous ces affrontements, parfois extrêmement violents, entre les différentes sociétés de compagnons.
Et dans un autre classique de la littérature ouvrière, Léonard, maçon de la Creuse, Martin Nadeau, qui est un ouvrier de la Creuse qui deviendra une grande figure de la notabilité républicaine, a aussi rapporté dans un détail très intéressant les hostilités entre corps de métier, les rivalités de cantons, voire de communes. Il a raconté par le menu la concurrence sur les chantiers qu'il y avait entre ouvriers parisiens et les saisonniers de la Creuse, par exemple. Et vers cette moitié du XIXe siècle, les clivages de pays ou de corporations, le mot est toujours d'un usage très courant, restaient en effet perçus comme structurants chez les ouvriers. Fait très significatif, un important rapport parlementaire de 1884, dû à Eugène Spuller. Rapport parlementaire qui était fait à propos de la crise économique qui commençait à ce moment-là. Dans ce rapport, il y a un long développement sur la question de la concurrence. Et le titre que donne Spuller à ce chapitre de son rapport, c'est « Les trois ordres de la concurrence ». Il distinguait donc trois types de concurrence. Celle des métiers et des personnes, celle de la province contre Paris, et seulement en troisième, celle de l'étranger contre la France. Et c'est seulement à partir de cette période, c'est un petit peu, je dirais, le texte de Spuller qui est basé notamment sur beaucoup d'auditions de syndicats, sur beaucoup d'auditions d'ouvriers, et le champ du signe de cette vision un petit peu ancienne, pourrait-on dire, de la concurrence. Ce qui va se passer à partir de cette période, c'est qu'il va y avoir une sorte de nationalisation de l'appréhension de l'ordre économique. La concurrence entre pays absorbant de plus en plus toutes les autres dans les représentations sociales. Et ce facteur contribuera de façon décisive à rendre le monde ouvrier plus réceptif qu'auparavant à la thématique protectionniste. En France, comme partout en Europe, mais à l'exception bien sûr toujours de la Grande-Bretagne, les protections douanières vont en conséquence se renforcer pendant cette période. En France, la réaction protectionniste se marquera dès le début des années 1880 avec la suspension du fameux traité franco-anglais de 1860. Et cette réaction protectionniste atteindra son apogée, bien sûr, en 1892 avec l'adoption du célèbre tarif Méline, Méline étant le ministre républicain proche de Jules Ferry qui avait fait voter la mesure. Mais ce développement des mesures protectionnistes aura la particularité, en France, par rapport aux autres pays, de se constituer en véritable culture politique. Le mouvement vers le protectionnisme aura ses journaux. Les publications prennent alors pour titre « Le protectionniste » ou « Le travail national » et ses champions. Ce mouvement va surtout s'imposer au cœur des débats politiques de la période. Aux élections législatives de 1889, par exemple, les programmes des députés sortis victorieux des urnes avaient ainsi en grand nombre mis en tête de leurs préoccupations le renforcement des droits protecteurs, à égalité avec l'autre grand sujet d'actualité à l'époque, la révision des lois constitutionnelles. Mais l'analyse du Baraudet pour 1889 le montre de façon éclatante. Et Antoine Prot, qui a utilisé le vocabulaire, qui a analysé le vocabulaire des proclamations électorales des années 1881, 85 et 89, arrive à la même conclusion à partir d'une analyse des mots les plus fréquents dans les proclamations. Et c'est cette nouvelle Chambre, élue en 89, qui va voter avec enthousiasme le tarif Méline. Et la République trouvera son assise sociale dans la défense de ce protectionnisme. Elle constituera ce dernier en un mouvement populaire, pour reprendre une formule de Jules Ferry. Pour Jules Ferry, les tarifs douaniers, en effet, je le cite, protégeaient le salaire de l'ouvrier, en même temps qu'ils satisfaisaient les intérêts du monde paysan. Les mesures douanières ont certes d'abord acquis au régime les campagnes. Le mouvement protectionniste actuel, disait Ferry, a ses racines dans la démocratie qui cultive le blé
et la vigne, et c'est pour cela qu'il a réussi. Mais ces mesures se sont plus largement fixées comme objectif d'enraciner les masses dans une identité nationale qui rachetait les différences et les divisions qui traversaient la société. Un article du Travail national proposait en ce sens de substituer à l'opposition du capital et du travail l'idée d'une solidarité collective face à la menace étrangère. Et l'égalité démocratique commençait de cette façon à s'appréhender sous la forme de l'appartenance à une communauté de protection et une communauté de distanciation. Se forgeait ainsi une conception de la société qui resituait la vie économique dans une vision politique de la citoyenneté égalitaire et de l'unité nationale. Elle conduisait de cette manière à secondariser les divisions sociales de classe. Cette culture politique du protectionnisme, elle s'est d'abord liée en France à une vision conservatrice et foncièrement anti-économique. Et Méline en était l'expression exemplaire. On a retrouvé chez lui les accents exacerbés du vieil agrarisme du XVIIIe siècle. Agrarisme qui vouait aux gémonies l'industrie et rêvait d'un monde immobile enraciné dans l'ordre rural. Dans un essai qui avait connu à l'époque un immense succès, le livre de Méline « Le retour à la terre et la surproduction industrielle », livre de 1905, envisageait ainsi le plus sérieusement du monde que l'exode urbain succède à l'exode rural. Une économie indissociablement stationnaire et nourricière succédant à ce qu'il appelait les dérèglements de l'engorgement industriel. Et ces propos rencontraient un large écho auprès des masses paysannes de l'époque, qui avaient le culte de la stabilité d'abord, mais dans les milieux traditionnalistes et catholiques aussi, qui, à la suite de Bonald et de Demestre, n'avaient cessé pendant tout le siècle de fustiger un industrialisme dissolvant les cadres jugés naturels de la vie sociale. Ces propos rencontraient aussi un écho de façon plus diffuse chez tous ceux qui voyaient, dans la première mondialisation alors à l'œuvre, la forme exacerbée et dangereuse d'un monde soumis à une concurrence débridée. Teintée de ces accents nostalgiques, la culture politique du national-protectionnisme a dessiné, au tournant des années 1890, les contours d'un consensus grâce auquel le régime républicain a pu définitivement s'imposer en France dans les profondeurs du pays. Consensus qui a été renforcé par les menées coloniales et impérialistes qui ont accompagné, en France comme ailleurs, l'élévation des barrières douanières. L'impérialisme a constitué à cet égard une alternative, en même temps qu'un complément à la perspective de la décroissance. C'est le premier théoricien de la décroissance, Méline, à la perspective de la décroissance dessinée par Méline. Économiquement, cet impérialisme était conçu comme la béquille du protectionnisme. Je cite Jules Ferry, « Le système producteur, avait-il dit fameusement, est une machine à vapeur sans soupape de sûreté. S'il n'a pas pour correctif et pour auxiliaire une saine et sérieuse politique coloniale. » Ferry, qui avait été le premier à théoriser cette fonction économique de la colonisation, dont l'autre grand théoricien sera le Britannique Joseph Chamberlain, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Mais les républicains de gouvernement attendaient aussi en France de cette politique coloniale qu'elle marque un sursaut de puissance du pays, qu'elle restaure une puissance et une fierté qui avaient été blessées par la défaite de 1870. Et cette politique coloniale, on attendait aussi tout simplement qu'elle fasse oublier l'humiliation provoquée par la perte de l'Alsace-Lorraine.
Et vous savez qu'il y a toujours une discussion chez les historiens pour savoir quel est le véritable père de l'idée coloniale en France. Eh bien, on peut dire que le père de l'idée coloniale d'un point de vue économique, c'est Ferry, mais que le père de l'idée coloniale d'un point de vue politique et psychologique, pourrait-on dire, en partant de cet exemple, eh bien, c'est Gambetta, puisque c'est lui qui avait le premier parlé de la nécessité de racheter cette humiliation de la perte de l'Alsace-Lorraine. Cette politique coloniale, elle avait aussi une fonction directement politique, de restauration d'une image collective positive sur ce mode. Entreprise qui était de cette façon également destinée à apporter une forme de réponse à la question sociale. On a abondamment commenté à ce propos la célèbre formule de Cecil Rhodes, le Britannique rhodésien: si l'on veut éviter les guerres civiles, il faut devenir impérialiste. Vous savez que le livre que Hobson consacrera à critiquer Chamberlain sur l'impérialisme, ainsi que le livre de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, seront en quelque sorte de longues discussions de cette formule de Cecil Rhodes. Mais l'arithmétique économique immédiate qui sous-tend cette formule n'éclaire qu'une dimension de la politique d'expansion coloniale de la période. En France, tout particulièrement, cette expansion a également participé d'un travail idéologique de constitution d'un sentiment collectif fondé sur la satisfaction de participer à une entreprise conquérante et de manifester une supériorité commune par rapport à des peuples que l'on prétendait civilisés. La mise en scène de cette supériorité partagée a alors aussi voulu contribuer à desserrer la tension de classe dans le pays. Un de ceux qui a le mieux analysé ce qu'on pourrait appeler, d'un certain point de vue, cette économie sociale de la colonisation, c'est Joseph Schumpeter, dans son fameux texte de 1919, Contribution à une sociologie des impérialismes. Sur cet autre mode, c'est donc joué aussi le projet d'un rachat et d'un masque des inégalités intérieures par la valorisation d'une forme de confrontation au monde extérieur. Bref, de substituer une égalité négative au projet démocratique d'une égalité positive. La formation de cette culture politique a puissamment contribué à restructurer le paysage idéologique français à la fin du XIXe siècle. Le national-protectionnisme a en effet pu se présenter pour certains comme une alternative à l'idée socialiste. Et l'évolution d'un Maurice Barrès a témoigné de façon exemplaire de la possibilité de ce glissement. Barrès fut ainsi le premier à utiliser en 1892 le mot nationalisme pour désigner une forme de politique intérieure. C'était donc une vision de la nation et du nationalisme qui n'avait plus rien à voir avec celle de Michelet ou de Renan, par exemple. Pour Barrès, la perspective nationaliste était celle qui accompagnait et accomplissait pleinement l'idéal de ce qu'on commençait à appeler à l'époque le protectionnisme ouvrier. Alors que le socialisme ne pouvait qu'échouer à donner forme à ce protectionnisme ouvrier. Il y avait en effet la promesse d'une efficacité immédiatement lisible avec le national-protectionnisme. Dans un article publié dans le journal en janvier 1897 et qui a pour titre « L'erreur intellectuelle des socialistes », Barrès développe très longuement ce thème que le nationalisme est un protectionnisme. Et lorsque l'année suivante, il fait campagne électorale en 1898, l'Action française, en commentant son programme électoral, met l'accent sur ce lien entre nationalisme et protectionnisme. Et on voit le journal L'Action française se féliciter, je cite, que Barrès ait composé ces trois idées de nationalisme, de protectionnisme et de socialisme dans un système fort séduisant. En instituant
un traitement inégal entre étrangers et nationaux, ce national-protectionnisme donnait une signification négative, directement sensible, à la réalisation d'une certaine idée de l'égalité, alors que le socialisme en formulait une définition certes plus exigeante, mais aussi beaucoup plus problématique, renvoyée, qu'était son avènement, au lendemain d'une hypothétique révolution. Autour de ce qu'on pourrait appeler le moment 1890, différents types de réarrangements politico-intellectuels se sont de la sorte opérés autour de ces ensembles constitués par ces trois termes de nationalisme, de socialisme et de protectionnisme. Je signale d'ailleurs que le premier à avoir fait le lien entre ces éléments était Bastiat dans sa fameuse brochure Protectionnisme et communisme de 1849. Et c'est l'idée protectionniste qui a indubitablement été au cœur de la représentation, de la recomposition des visions de l'égalité qui en dérivaient. Le nationalisme, le national-protectionnisme des républicains de gouvernement, on a représenté la modalité dominante, la plus sage, pourrait-on dire. Mais d'autres configurations, beaucoup plus radicales et plus univoques, ont aussi dérivé de ces réarrangements. Je viens de citer le cas de la réinvention du nationalisme, dont Barrès était le symbole. Mais il en existe des variantes encore plus extrêmes. Dans les milieux blanquistes de la fin du XIXe siècle, souvent qualifiés de néo-hébertistes, parce qu'ils avaient été, quelques décennies plus tôt, des champions et des grands défenseurs de Hébert pendant la Révolution. Pour ces milieux blanquistes, néo-hébertistes, le national-protectionnisme prenait des accents socio-chauvinistes, qui étaient violemment xénophobes et antisémites. Et ce passage du radicalisme révolutionnaire à l'ultranationalisme a été pendant cette période un des exemples les plus frappants des reclassements idéologiques et politiques qui étaient à l'œuvre. C'est ainsi dans le cercle de ces anciens blanquistes qu'est formée en 1894 la Ligue pour la défense du travail national. Et c'est dans ces milieux toujours que l'on trouve les instigateurs d'une publication violemment xénophobe qui s'appelle l'Idée nationale. À parcourir le journal, on voit qu'il n'y est question à longueur d'article de France aux Français, de France envahie par l'étranger, de socialisme nationaliste. Socialiste toujours, car dans ces colonnes, on s'y déclare en même temps, je cite, partisan de l'égalité sociale la plus absolue. Mais c'est une égalité sociale absolue qui ne va plus être définie par le rapprochement économique, mais par la communauté de rejet. Comment expliquer que de fervents admirateurs de Louise Michel aient pu évoluer vers ces positions exaltées, après être passés, il est vrai, par le sas de l'adhésion au boulangisme? Ce n'est possible de comprendre ces transferts que si on les interprète comme une sorte de reconversion pervertie d'un idéal et non pas d'une rupture. Faute de pensée réalisable leur projet insurrectionnel et révolutionnaire, ces hommes ont en fait reconverti leur radicalisme et reformulé leur exigence d'égalité. Et on pourrait dire que la virulence de leur antisémitisme comme de leur anticléricalisme s'explique aussi de cette façon. Et que ces néo-blanquistes ont parfaitement illustré de la sorte, en exacerbant les modalités, le vaste processus des réarrangements intellectuels et politiques qui étaient alors à l'œuvre. L'œuvre majeure pour comprendre le déclenchement, je dirais, de ce mouvement, de ce retournement chez les néo-blanquistes, c'est évidemment l'œuvre de Tridon. Et vous trouverez dans l'ouvrage de Marc Crapez, La gauche révolutionnaire, mythe de la plèbe et de la race, de très bonnes indications sur tous ces milieux-là. Ces réarrangements institutionnels et intellectuels ont aussi eu leur traduction directe en termes d'opinion et de mouvements sociaux. Au-delà de la progression de l'idée protectionniste en matière de commerce extérieur, on a en effet observé pendant cette période une montée en puissance du thème de la
protection du travail national contre les travailleurs immigrés présents sur le territoire. L'idée de taxer l'utilisation des travailleurs étrangers a ainsi trouvé un écho bienveillant à la Chambre des députés, et de nombreux projets de loi sur le sujet ont été déposés. Et c'est alors que le terme que j'ai déjà mentionné de protectionnisme ouvrier s'impose dans ce contexte, élargissant du même coup le sens premier qui avait été donné à la référence aux barrières douanières. Il y a un livre savant, le livre de Giuseppe Prato, qui fait le point sur toutes les mesures de protectionnisme ouvrier qui ont alors été adoptées en Europe et aux États-Unis. Je vous recommande sa lecture, ainsi que la thèse de Maurice Hollande, La thèse ouvrière contre le travail étranger vers un protectionnisme ouvrier. Ce sont les deux textes dans lesquels il y a l'essentiel de la documentation. Et au moment des élections législatives de 1893, le thème du protectionnisme ouvrier est très présent dans la campagne, alors même que les tarifs douaniers avaient été relevés l'année précédente. Une trentaine de députés qui seront élus avaient, par exemple, fait figurer dans leur programme l'établissement d'une taxe de séjour spéciale pour les étrangers, ou l'interdiction d'utiliser les étrangers dans les travaux résultant d'adjudications publiques. Et 40 projets de loi seront déposés sur le sujet pendant la législature. C'est d'ailleurs pendant cette campagne de protectionnisme pour le protectionnisme ouvrier que Barrès deviendra célèbre en publiant une série d'articles incendiaires dans le Figaro qui seront repris dans une brochure sous le titre « Contre les étrangers », brochure de 1893. Ce texte de Barrès contre les étrangers, véritable manifeste politique, est une sorte de synthèse des grands thèmes du protectionnisme xénophobe de l'époque. Taxe spéciale sur les employeurs utilisant de la main-d'œuvre étrangère, expulsion des étrangers qui tombent à la charge de l'assistance publique, préférence nationale systématique en matière d'embauche. Mais il est aussi intéressant de souligner que Barrès lie directement cette vision du protectionnisme ouvrier à une philosophie de la solidarité et de l'égalité. Chez lui, l'idée de patrie redéfinit complètement la question sociale. Et c'est par un retournement que l'on pourrait qualifier d'intérieur de son socialisme de jeunesse qu'il devient l'un des principaux chantres du nationalisme de l'époque. Preuve particulièrement significative du fait que l'idée protectionniste avait débordé le seul champ de la politique économique pour prendre une signification sociale et politique globale. Cet élargissement et cette déclinaison de la référence au protectionnisme se sont aussi traduits par l'acclimatation d'un nouveau vocabulaire politique, structuré par des accents xénophobes. On ne s'étonne pas de trouver les formulations les plus outrées et les plus violentes sous les plumes exaltées et haineuses de la nouvelle extrême droite qui prend son envol sur ce registre. Et les brochures qui sont publiées par la Ligue pour la protection du travail national que j'ai citées tout à l'heure en sont un bon exemple. Il n'est question à longueur de page que d'envahissement, d'invasion, d'infiltration. On y parle des ouvriers étrangers comme de criminels, de fauteurs de troubles. Quant à ce qui est qualifié de marée montante des naturalisations, on y voit la menace, je cite le journal, que ces actes contre nature conduisent à ce que la race française sera sûrement débordée avant peu. Et ceux qui étaient les coupables de ce débordement, c'était les Belges au nord, les Allemands à l'est et les Italiens au sud. Mais ce qui est surprenant, c'est que le ton n'était pas très différent chez certains notables républicains. J'en prends un exemple. Dans un rapport présenté à la très académique Société d'économie politique de Lyon, Alexandre Bérard, qui est un fils de soyeux, un magistrat bien tranquille, qui sera plus tard élu sénateur, devenant vice-président du groupe de la gauche démocratique. Donc, il publie une étude
publié par cette Société d'économie politique de Lyon, qui a pour titre « L'invasion des étrangers et la taxe de séjour ». Et lui aussi dénonce pareillement, je le cite, « une invasion qui, pour être pacifique, n'en est pas moins certaine ». Et il stigmatise les étrangers, je le cite là encore, qui viennent ravir le travail et le bien-être de nos ouvriers et qui prennent la France pour une vache à lait. Et la tonalité n'est parfois pas très éloignée non plus dans les rangs de la gauche républicaine. Lorsqu'un des députés de la gauche républicaine, Christophe Pradon, rapporte à la Chambre en 1888 sur divers projets de loi concernant des mesures de protection du travail national qui commençaient à être formulées, lui aussi parle d'invasion et multiplie les expressions méprisantes pour parler des étrangers. Les Allemands sont par exemple pour lui les mêmes que ceux qui s'étaient fait les guides des armées prussiennes. D'autres sont des gens louches. Et il parle de Paris comme recevant le rebut social des deux continents. Et dénonce, je le cite là aussi, Paris, gangréné par une société trouble d'aventuriers exotiques aux professions équivoques. Et si les gouvernements de l'époque repoussent in fine les projets formulés dans cet esprit, c'est au premier chef parce qu'ils redoutent des mesures internationales de rétorsion. Et Méline sera de ceux qui exprimeront très clairement cette crainte. Il ne faut pas céder aux sirènes du protectionnisme ouvrier parce qu'il va y avoir des mesures de rétorsion. Mais ce n'est pas une critique philosophique de la notion du protectionnisme ouvrier qu'il fait. Mais le fait qu'il n'y ait pas de législation qui ait été, enfin en tout cas grave, qui ait été mise en place, n'indique pas la montée en puissance dans l'opinion des sentiments xénophobes dont ce vocabulaire était l'indice. On voit en conséquence se multiplier les manifestations de rue contre les travailleurs étrangers dans ces années 1890. Le phénomène n'était à vrai dire pas complètement nouveau. On avait ainsi pu noter, dès la Restauration et la monarchie de Juillet, des mouvements sociaux contre les étrangers, même s'ils avaient alors pour caractéristique d'englober fréquemment dans la catégorie d'étrangers des groupes professionnels rivaux, autant que des personnes originaires d'autres régions ou de véritables étrangers. On parlait, dans le Nord, on parlait des gens de la Creuse comme des étrangers. On parlait à Lyon des Savoyards comme des étrangers. Et dans tous les cas, la notion d'étranger n'était pas encore fixée dans son sens national. Elle était liée au fait qu'il n'y avait pas encore, comme je l'ai signalé, nationalisation des représentations de la société et de l'économie. L'hostilité, il y a une thèse qui est la thèse de Pierre-Jacques de Rennes, qui fait un point très exhaustif sur toutes les disputes, les critiques, les conflits, les manifestations liées aux problèmes de travail et de migration sous la monarchie de Juillet. Je vous renvoie à ce travail. L'hostilité s'était fait plus forte après 1948, notamment avec les désenchantements qui étaient engendrés par l'échec du suffrage universel, échec à résoudre la question sociale. Mais c'est seulement effectivement vers la fin du XIXe siècle que le mouvement va prendre sa pleine ampleur et que se concentrent les incidents xénophobes. Les statistiques sur les incidents xénophobes au XIXe siècle en France montrent que 90% se concentrent sur la période 1890-1900. Et incidents qui ont parfois été sanglants, comme la manifestation ultra-violente contre les Italiens à Aigues-Mortes, dont on estime en 1893 qu'elle aurait fait 50 morts, ou de manifestations très violentes, avec aussi des morts parfois, contre les Belges dans le Nord. Les syndicats et les divers partis socialistes s'opposèrent à ces réactions, mais ils ne purent en contrôler le surgissement. Là aussi, c'est une forme sauvage d'affirmation de l'égalité de corps qui s'est manifestée. C'est en effet significativement dans les milieux ouvriers les moins qualifiés et les plus précarisés que la xénophobie était la plus vive, exprimant sur un mode négatif la recherche d'un statut et d'une forme d'intégration qui leur était refusée dans le travail. Ce national-protectionnisme, il a été sous-tendu par une vision purement négative de l'égalité. C'est l'appartenance à une même communauté de rejet et de distanciation
qui fondait avec lui la proximité. L'idée de patrie, disait de façon très parlante Barrès, implique une inégalité, mais au détriment des étrangers. Donc on transfère la question de l'inégalité, de l'inégalité sociale interne à une inégalité renforcée vers l'extérieur. Et c'est à travers le partage d'un rapport d'inégalité que l'on entendait donc rapprocher les hommes et les femmes. Égalité négative vis-à-vis de l'extérieur, qui se doublait d'ailleurs chez Barrès d'un appel à la formation d'une autre communauté de rejet, vis-à-vis de l'intérieur, cette fois, celle de la foule des petits capitalistes et petits travailleurs mêlés par rapport aux grands barons et aux grands féodaux. Et la dénonciation, je le cite, d'une redoutable plutocratie d'exotiques conduisait chez lui à superposer ces deux dimensions. De la reconfiguration des différends et des conflits intérieurs avec la reconfiguration de l'idée nationale vis-à-vis de l'extérieur. Et on voit ainsi que cette approche ne prend pleinement sens que si elle est resituée dans le cadre d'une économie générale de la distance et de la proximité sociale. L'identité et l'égalité, en effet, prennent toujours forme dans une économie complexe de cette nature, qui est aussi celle des rapports entre individualité et collectivité, ainsi qu'entre classe et nation. La particularité du national-protectionnisme est qu'il en constitue une figure limite, résultant d'une polarisation radicale de l'identité et de l'égalité en même temps. Il simplifie lui aussi à l'extrême le social et réduit du même coup l'idée d'égalité à la seule dimension d'une appartenance commune, celle-ci étant elle-même réduite à sa seule constitution négative. Dans la première réduction, il évacue la dimension de l'interaction entre les individus, ainsi que les rapports de classe, et dans la seconde, il ne perçoit qu'une des dimensions de l'identité collective. Le ressort de la distance, il est certes constituant de l'identité. On peut d'ailleurs rappeler à ce propos les magnifiques formules de Michelet dans son tableau de la France qui est publié au début du volume Le Moyen-Âge, son histoire de France. Je cite Michelet. « La lutte contre l'Angleterre a rendu à la France un immense service. Elle a confirmé, précisé sa nationalité. À force de se serrer contre l'ennemi, les provinces se sont trouvées un peuple. C'est en voyant de près l'anglais qu'elles ont senti qu'elles étaient la France. Il en est des nations, poursuit Michelet, il en est des nations comme de l'individu. Il connaît et distingue sa personnalité par la résistance de ce qui n'est pas elle. Il remarque le moi par le non-moi. Il y a bien en effet toujours besoin d'une démarcation, d'une séparation, d'un effet de miroir pour constituer une identité. Et les biologistes, par exemple, ont souligné de leur côté cette dimension de la constitution de soi par la reconnaissance du non-soi, dynamique dont l'immunologie étudie dans leur discipline les mécanismes. Je vous renvoie sur ce point à un très bel article de Jean Dossé, qui enseignait ici, prix Nobel de médecine, qui définissait l'immunologie comme la science de la défense contre le non-soi dans le respect de soi. Mais cette vision négative doit aussi se lier à une appréhension proprement positive du vivre ensemble pour produire un sentiment démocratique d'appartenance. C'est ce qui distingue la nation révolutionnaire de 1789 de la nation nationaliste de la fin du XIXe siècle. Alors que la première se lie à la formation d'une société des égaux, la seconde ne pense l'intégration que sur le mode non politique de la fusion des individus dans une communauté perçue comme un bloc sans division. Avec cette vision réductrice, la nation nationaliste de la fin du XIXe siècle renoue ainsi avec le sentiment égalitaire d'essence xénophobe qui avait déjà servi pendant la Terreur de substitut à une fraternité citoyenne sérieusement ébranlée par les pratiques du Comité de salut public. Il faut en effet rappeler que les diatribes de 1793 et 1794 contre l'étranger
avait alors traduit le fait que la guerre n'était plus simplement un fait militaire, elle était aussi devenue une composante de la politique intérieure, participant d'une économie pervertie de la production de citoyenneté et de l'affirmation d'une adversité égalisatrice. Au fur et à mesure que le processus révolutionnaire s'était radicalisé pendant ces années, les notions d'étranger et d'ennemi intérieur avaient pour cela de plus en plus tendu à être superposées. Le parti de l'étranger, pour employer une formule souvent employée à l'époque, composé des ennemis intérieurs, ne se distinguant plus des armées extérieures. Cette radicalisation avait aussi logiquement accompagné un rejet croissant du pluralisme et une difficulté à penser le conflit. L'identité et l'égalité ne pouvaient plus alors être comprises que sous les espèces d'une rigoureuse homogénéité, simplifiant à l'extrême le social. Chez un peuple libre, on avait déduit une section parisienne, il n'y a que des frères et des ennemis. Donc la société ne peut être composée que de frères et d'ennemis. Voilà une façon de simplifier effectivement la position de la question de l'égalité. Et la loi sur les étrangers du 3 août 1793, qui avait institué des procédures de contrôle sur les résidents non nationaux, avait inauguré un processus de suspicion systématique et de restriction de tous ordres qui avait été ensuite crescendo. L'ennemi était traité comme un barbare, étranger au genre humain, affligé de multiples tares. Et l'anglophobie s'était alors faite de plus en plus virulente, culminant dans le fameux discours de Robespierre du 11 Pluviose en 2, dans lequel il avait dit sous les applaudissements enfiévrés, en qualité de Français, de représentant du peuple français, je déclare que je hais le peuple anglais. Avait alors triomphé pour la première fois le modèle de ce que j'ai appelé une égalité négative. Une égalité négative dérivant d'une sorte de fraternité xénophobe. Et les nationaux protectionnistes les plus radicaux de la fin du XIXe siècle ne feront que ressusciter cette figure. Dans l'heure suivante, je parlerai d'une autre pathologie de l'égalité, le racisme constituant dans la société américaine.